Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions du Masque, présentent Prague fatale de Philippe Kerr, interprété par Éric Herson-Macarel. Prologue. Lundi 8 et mardi 9 juin 1942. Il faisait très beau lorsque, rentrant de Prague, en compagnie du SS Obergruppenführer Reinhard Tristan Eugen Heydrich, le Reichsprotektor de Bohême-Moravie, j'arrivai à la gare d'Anhalt, à Berlin. Nous portions tous les deux l'uniforme du SD, mais, contrairement au général, j'avais le pas léger, un air entraînant en tête et le sourire au cœur. J'étais content de retrouver ma ville natale. Je me réjouissais à la perspective de passer une soirée paisible avec une bonne bouteille de Mackenstetter et quelques kémals que j'avais prélevés sur les réserves personnelles du bureau de Heydrich au château de Haching. Qu'il puisse découvrir ce menu larcin ne m'inquiétait pas le moins du monde. Il n'y avait pas grand-chose qui puisse m'inquiéter. J'étais tout ce que Heydrich n'était pas. J'étais en vie. D'après la presse berlinoise, le malheureux Reichsprotektor avait été assassiné par une bande de terroristes parachutés en Bohême depuis l'Angleterre. C'était un peu plus compliqué que ça, mais je n'étais pas prêt à en parler. Pas encore. Pas avant longtemps. Peut-être même jamais. J'ignore ce qu'il est arrivé à l'âme de Heydrich, pour autant qu'il en ait possédé une. Dante Alighieri aurait sans doute pu m'indiquer grosso modo la direction si j'avais été tenté d'aller la rechercher quelque part dans les enfers. En revanche, j'ai une assez bonne idée de ce qu'il est advenu de son corps. Tout le monde aime les beaux enterrements, et les nazis ne faisaient assurément pas exception, réservant à Heydrich le plus splendide adieu qu'un criminel psychopathe puisse espérer. Ils donnèrent à l'événement une telle ampleur qu'on aurait cru qu'un satrape de l'Empire perse était mort après avoir remporté une grande bataille. De fait, on n'avait rien négligé, mis à part le sacrifice rituel de quelques centaines d'esclaves, encore que, comme un petit village tchèque de mineurs appelé Lidice allait en faire la cruelle expérience, je me trompais sur ce point. De la gare d'Anhalt, Heydrich fut transporté jusqu'à la salle de conférence du siège de la Gestapo, où 6 gardes d'honneur en tenue de cérémonie noire veillèrent sur sa dépouille. Pour beaucoup de Berlinois, ce fut l'occasion de chanter « Ding dong, la sorcière est morte », tout en se glissant à pas feutrés à l'intérieur du palais Prince Albrecht pour jeter un coup d'œil. Au même titre que d'autres activités semi-dangereuses, telles que grimper au sommet de la vieille tour de la radio à Charlottenburg ou rouler sur le bas-côté de la voie express Avus, il était bon de pouvoir dire qu'on l'avait fait. Sur les ondes, ce soir-là, le Führer rendit hommage aux défunts, le qualifiant d'homme au cœur de fer, ce qu'il considérait, je suppose, comme un compliment. Mais là encore, il est possible que notre méchant magicien d'Oz ait tout simplement confondu l'homme en fer blanc avec le lion peureux. Le lendemain, vêtu en civil et me sentant globalement plus humain, je me joignis aux milliers de Berlinois massés devant la nouvelle chancellerie du Reich et tâchai de prendre la mine lugubre de circonstance, tandis que tout le nid des myrmidons de Hitler se déversait de la salle des mosaïques pour suivre l'affût de canon étincelant emportant le cercueil, tendu d'un drapeau, le long de la Vossstrasse puis de la Wilhelmstrasse, vers la dernière demeure du général, au cimetière des Invalides, où il reposerait aux côtés d'authentiques héros allemands comme von Scharnhorst, Ernst Udet et Manfred von Richthofen. La bravoure de Heydrich ne faisait aucun doute. Ses sorties impétueuses à bord d'avions de la Luftwaffe, alors que la plupart des hauts gradés restaient bien tranquillement dans leurs tanières de loups et leurs bunkers doublés de fourrure, constituaient l'exemple le plus flagrant d'un tel courage. J'imagine que Hegel aurait reconnu dans l'héroïsme de Heydrich
l'incarnation de l'esprit de notre époque despotique. Pour ma part, je préfère les héros qui entretiennent de bonnes relations de travail avec les dieux plutôt qu'avec les forces titanesques des ténèbres et du chaos, surtout en Allemagne. De sorte que sa mort ne m'inspirait aucun regret. À cause de lui, j'étais devenu un officier du SD. Et dans l'insigne de casquette à l'argent terni, qui était le détestable symbole de ma longue fréquentation de Heydrich, se trouvaient gravés les stigmates de la haine, de la peur, et aussi, après mon retour de Minsk, de la culpabilité. Il y avait 9 mois de ça. La plupart du temps, j'essayais de ne pas y penser, mais comme l'a fait remarquer un autre fou allemand célèbre, il est difficile de regarder par-dessus le bord de l'abîme sans que l'abîme regarde en vous. Septembre 1941. L'idée de suicide est pour moi un véritable réconfort. Parfois, c'est la seule chose qui m'aide à passer une nuit blanche. Par une telle nuit, et il y en avait plein, je me mettais à démonter mon pistolet automatique Walter et à huiler méticuleusement le puzzle de pièces métalliques. J'avais vu trop de coups ratés faute d'une arme correctement huilée, et trop de suicides tourner mal parce que la balle avait pénétré dans le crâne du bonhomme selon un angle aigu. J'allais jusqu'à vider l'escalier qu'était le magasin de cartouches et à astiquer chaque balle, les alignant comme de petits soldats de plomb afin de choisir la plus propre, la plus brillante et la plus digne de figurer en première place. Je tenais à ce que seule la meilleure d'entre elles perce un trou dans le mur de prison de ma caboche épaisse, avant de creuser un tunnel à travers la matière grise de découragement de ma cervelle. Toute chose qui pourrait expliquer pourquoi tant de suicides sont rapportés aux flics de façon erronée. Il nettoyait son pistolet et le coup est parti, déclare l'épouse du défunt. Bien sûr, des accidents de ce genre, il s'en produit sans cesse, et il arrive même que l'arme tue celui qui la tient. Vous devez donc commencer par presser le canon froid contre votre tête, la nuque est encore le mieux, et n'appuyer qu'ensuite sur cette foutue détente. De temps à autre, j'allais jusqu'à fourrer 2 serviettes de bain repliées sous l'oreiller de mon lit avant de m'allonger, bien décidé à passer à l'acte. Beaucoup de sang peut couler d'une tête, avec ne serait-ce qu'un petit trou dedans. Je restais là, à contempler la lettre de suicide que j'avais écrite sur mon plus beau papier, acheté à Paris, et posée avec soin sur le manteau de la cheminée, sans l'adresser à personne en particulier. Personne en particulier et moi, nous entretenions une relation très étroite en cette fin d'été 1941. Quelquefois, au bout d'un moment, je m'endormais, mais les rêves que je faisais n'étaient guère recommandables pour toute personne de moins de 21 ans. Ils ne l'auraient probablement pas été non plus pour Conrad Veidt ou pour Max Schreck. Une fois, je m'éveillai d'un rêve si horrible, si net, si saisissant, que je tirais bel et bien avec mon pistolet en m'asseyant d'un bond sur le lit. L'horloge de ma chambre, une horloge murale en noyer fabriquée à Vienne, qui avait appartenu à ma mère, n'a plus jamais été la même. D'autres nuits, je restais simplement immobile, attendant que la lumière grise au bord des rideaux poussiéreux augmente, de même que le vide total d'une nouvelle journée. Le courage ne servait plus à rien, ni d'être brave. L'interminable interrogatoire auquel je soumettais mon misérable ego ne provoquait chez lui aucun regret, seulement un dégoût de soi encore plus grand. Vu de l'extérieur, j'étais toujours le même homme, Bernier Gunther, criminal-commissaire de l'Alex, et pourtant je n'étais plus que l'ombre de ce que j'avais été, un imposteur. Un nœud de sentiments qu'il me fallait supporter les dents serrées, une boule dans la gorge et une affreuse caverne pleine d'échos au creux de l'estomac. Mais après mon retour d'Ukraine, je n'étais pas le seul à me sentir différent. Berlin aussi. Nous nous trouvions à près de 2000 kilomètres du front et la guerre planait manifestement dans l'air. Cela n'avait rien à voir avec la Royal Air Force qui, en dépit de la promesse fumeuse du gros Hermann,
que jamais une bombe anglaise ne s'abattrait sur la capitale allemande, était parvenue à écumer de façon sporadique, mais non moins destructrice, notre ciel nocturne. À l'été 1941, elle nous rendait rarement visite. Non, c'était la Russie qui affectait désormais chaque aspect de notre existence, depuis le contenu des magasins jusqu'à la manière dont on occupait ses loisirs. Pendant un certain temps, danser avait été interdit, ou dont on circulait dans la ville.